d'accueillir des grands architectes, notamment des architectes marocains qui ont marqué l'espace, nos grandes villes, ou qui ont marqué l'espace marocain. Aujourd'hui, nous avons le plaisir d'accueillir M. Fikri Ben Abdullah. L'idée, c'est de vous parler de son parcours, de parler du métier d'architecte, parler de ses présentations, ses réalisations, de l'esquisse à l'œuvre réalisée, des contraintes du site, des contraintes qui lient le métier ou des contraintes qui lient la réalisation. Je vais essayer de vous le présenter brièvement avant de lui passer la parole. Donc, M. Fikri Ben Abdullah est diplômé en 1980 de l'École supérieure des Beaux-Arts de Paris. Donc, un passage au ministère de l'urbanisme. Ensuite, élu secrétaire général de l'Association nationale des architectes urbanistes en 1985. Il intègre en 1992 le Conseil supérieur de l'Ordre des architectes. Il est aussi membre fondateur du comité directeur du Forum des architectes, enseignant un minimum, je crois, une quinzaine ou 17 années jusqu'à 2002 à l'École nationale d'architecture de Rabat. Et puis en 1999, il est lauréat avec Paul André du premier concours du Grand Stade de Casablanca. Et il fonde avec un ensemble d'architectes de renom, un groupement, Confluence, qui font entre autres le parti d'aménagement global de la vallée du Vaudreuil. Et puis, son effectif, il y a un nombre très important de grands projets. Je ne vais pas citer tout, mais les plus importants, le centre d'études nucléaires de Marmora, des aéroports comme l'aéroport de Fès, l'aéroport de l'Hossima, l'aéroport de Ouarzazate, de Oujda, la rénovation du maison du Maroc à Paris, la restauration de l'ensemble nigérien à Fès, le siège de la CNSS à Snetra. Et puis, il a été nommé au prix Aga Khan, nominé au prix Aga Khan en 2010 pour la restauration de la mosquée Al-Qarawiyyin à Fès. Donc, un petit résumé, mais on sait qu'énormément de projets, donc on aurait le plaisir de découvrir avec vous. À vous la parole, monsieur Nabil. Bismillahirrahmanirrahim. Est-ce que vous m'entendez clairement? Bien, je voudrais d'abord m'excuser pour ce léger contretemps. Je suis très heureux d'être parmi vous une deuxième fois pour accompagner l'élaboration de et la genèse de cette nouvelle institution qui vient enrichir le contexte académique et universitaire de l'enseignement d'une discipline fondatrice de l'ensemble des activités humaines, parce que quelle que soit la nature des activités de loisirs, de protection, d'habitat, de travail, d'enseignement, de soins, il y a fondamentalement des bâtiments qui abritent telle ou telle fonction selon un certain nombre de paramètres qui sont des paramètres d'observation de la culture locale, qui sont l'observation de paramètres d'adaptation à des conditions physiques, sinon climatiques, du secteur dans lequel s'élabore cette construction. Et nous avons, je crois, le bonheur de faire un métier extrêmement précieux et, à mon sens, c'est probablement un des plus beaux métiers que puisse espérer faire un jeune. Je vous parle de cette manière parce que je suis moi-même père d'un fils aujourd'hui architecte. J'ai un deuxième enfant ou un deuxième fils qui entame sa première année d'architecture.
Et je crois savoir qu'ils sont venus à l'architecture, non probablement parce qu'il y a un contexte familial et de rassemblement d'amis de cette famille, et qui sont venus progressivement à s'intéresser à cette discipline, sans que je n'ai eu véritablement à pousser dans un sens. Pourquoi je n'ai pas eu à le faire? Parce que moi-même, je suis allé en 73 à Paris parce que je souhaitais faire des études de journalisme. Et donc ces études de journalisme devaient d'abord commencer par des études de sciences politiques. Et il s'est trouvé dans une circonstance tout à fait fortuite à Paris, où j'ai rencontré deux étudiants en deuxième année. Et naturellement, on est venu à évoquer la possibilité pour moi d'embrasser cette discipline. Et le lendemain, chose qui aujourd'hui est à peu près inconcevable, parce que je vous parle de cela il y a quand même un certain nombre d'années, puisque c'était en 73. Le lendemain, j'étais inscrit à l'École nationale supérieure des beaux-arts, à UP1, rue Bonaparte. Et le parcours a commencé par quelque chose qui me paraissait pas étrange, mais vraiment particulier et quelque peu détaché de ma vocation première, qui était l'investigation, qui était l'écriture, parce que j'avais fait des études, j'avais eu un bac littéraire et j'étais très porté sur la philosophie et la littérature. Et finalement, il a quand même fallu une certaine maturation, d'autant que j'étais arrivé dans une année où il y avait beaucoup de chahuts rue Bonaparte, des grèves, un certain nombre de perturbations qui ont plus ou moins déséquilibré ces 2 premières années. Et je crois que en forgeant, en me rapprochant d'un certain nombre de camarades, la chose est venue de manière très forte, et il s'est passé des nuits entières dans les ateliers où nous avons progressivement façonné ensemble tous nos exercices de 3e, 4e, 5e et 6e année. Donc c'est pour vous dire que aujourd'hui vous êtes, à l'Université internationale de Rabat, dans une branche ou un démembrement de cette université qui a vocation d'enseigner l'architecture. Et vous le savez que le problème qui a été posé et qui est posé à la profession aujourd'hui, j'en parle parce que j'ai le devoir de vous dire qu'il faut que vous soyez libérés par rapport au débat qui continue et qui est un débat extrêmement difficile, qui se tient actuellement dans la profession, c'est-à-dire que nous avons une tendance qui persiste à dire que l'enseignement de l'architecture doit se faire dans un établissement public, reconnu par le gouvernement, ila akhirih. Pourquoi? Parce que l'architecture, la médecine, l'avocat, la défense, le médecin, etc., un certain nombre de professions ne peuvent pas être enseignées ni faire l'objet d'une diplomation si ce fait n'émane pas d'une structure directement rattachée à la sphère publique. Et d'autres considèrent que l'architecture peut être enseignée dans des structures publiques, dans des structures privées,
s'il y avait un certain nombre de règles qui devaient être respectées. Notamment la définition des programmes concertés avec les pouvoirs publics, notamment probablement, on y viendra un jour, le problème de l'accessibilité et de l'examen d'accès à tel ou tel établissement privé, alors que des concours extrêmement sévères se font pour parvenir à l'accessibilité des futurs étudiants aux écoles publiques. Donc, ce que je souhaite personnellement, c'est-à-dire que je suis de ceux qui ont, dans un premier temps, fait de la résistance. Et puis ensuite, j'ai mis de l'eau dans mon vin, si je peux me permettre cette expression, pour considérer qu'il est utile, compte tenu de l'évolution de l'architecture, compte tenu de la possibilité pour les établissements privés de faire alliance, ou plutôt d'être proches des établissements d'enseignement extérieurs qui ont quelques décennies d'expérience et d'avance dans le domaine, compte tenu aussi du fait que l'administration est un partenaire immédiat. C'est-à-dire que l'administration a l'obligation d'observer la programmation de l'enseignement, a l'obligation de suivre la qualité de cet enseignement, puisque à terme, c'est les pouvoirs publics qui vont délivrer, à travers le secrétariat général du gouvernement, le diplôme. Pas le diplôme, il est fait par l'établissement universitaire, mais davantage le secrétariat général du gouvernement qui autorise tel ou tel architecte à exercer. Donc, je pense qu'on reste dans une filiation assez cohérente et qui m'a permis d'évoluer moi-même sur le sujet. Maintenant, j'ai fait ce préambule parce que c'est un devoir moral pour moi de dire ce que je pense de cette situation, et que, pour vous dire aussi, à titre de message tout à fait amical et sans aucune condescendance, c'est que vous avez beaucoup de choses à prouver. Vous avez véritablement un flambeau, une ambition, et vous devez être extrêmement vigilant, extrêmement travailleur, extrêmement curieux pour prouver que l'architecture, s'il y a un certain nombre de paramètres et de dispositifs qui répartissent la chance entre tous nos fils pour accéder à des écoles soit privées que publiques, que l'enseignement de l'architecture peut être quelque chose d'essence privée. Et vous êtes la première émanation, vous êtes le premier jalon, peut-être, d'autres expériences qui vont permettre à la profession, qui vont permettre aux autorités publiques du secteur de l'urbanisme et de l'architecture d'asseoir définitivement l'avenir d'un certain nombre de disciplines à travers la privatisation de cet enseignement. Parce que le gouvernement, lui, de son côté, il n'a pas qu'une seule ambition, à savoir la privatisation des études d'architecture. Mais bien au-delà, ce sont les études de médecine qui sont visées et bien d'autres disciplines qui sont, on va dire, traditionnellement, ici comme ailleurs, d'essence publique. Et je voudrais, dans la mesure du possible, qu'on change un petit peu la façon de procéder avant de vous présenter quelques images.
requérir un ou deux sentiments dans la salle sur cette question. Parce qu'elle me paraît personnellement dans le droit fil de notre identité. Est-ce qu'il y a un point de vue ou deux dans la salle sur cette question, et comment, d'une façon ou d'une autre, vous vivez ou vous avez vécu cette problématique? Je voudrais juste préciser une chose. Je pense que les étudiants sont là pour ne pas débattre d'une vision politique, d'une vision sociale, et tout simplement d'écouter un architecte parmi les plus talentueux des architectes marocains, c'est mon jugement. Je le connais à titre personnel. On a eu l'occasion de travailler ensemble sur un projet professionnel. J'étais directeur de la Maison du Maroc à Paris. Et c'est l'architecte Fikri Ben Abdallah qui a fait la rénovation de la Maison du Maroc, qui a la témoignage. Il faut dire que la Maison du Maroc est située dans un parc universitaire où il y a plusieurs maisons qui abritent des étudiants du monde entier. Vous avez de tous les continents. Il y a des maisons. Au niveau de la cité, il y a des maisons qui sont classées, considérées comme étant patrimoine français. Donc, toute intervention sur un bâtiment classé ou sur un bâtiment à proximité de ce bâtiment classé passe par un processus, par des autorisations complexes au niveau de la France. Donc, l'architecte Fikri Ben Abdallah a opéré dans cet environnement. Je pense par le témoignage des responsables français de la Cité Université Internationale ou de l'Académie de Paris, qui sont les propriétaires des sites, je pense que la rénovation de la Maison du Maroc, c'était une rénovation exceptionnelle, comment dirais-je, appréciée par l'ensemble de la communauté étudiantine à Paris, et je pense que le mérite revient à Fikri. Donc, c'est pour ça, et j'ai eu l'occasion d'en débattre avec lui à Paris et ici, surtout dernièrement sur la question de l'enseignement de l'architecture au niveau du Maroc. Je pense que l'Université internationale de Rabat, ce n'est pas la première expérience en termes de formation d'architectes dans un environnement privé. Il y a l'école de Casablanca et l'Université de Paris, et également de Rabat, l'Université internationale de Rabat, en partenariat avec l'État marocain. La question fondamentale, je ne pense pas, c'est pour ça que je voudrais laisser la parole à Fikri pour qu'il vous présente ses réalisations. Il a commencé par soutenir son itinéraire et de terminer par ses réalisations pour susciter en vous la curiosité d'un architecte. C'est beaucoup plus important que le débat social politique qu'on peut avoir. Je pense que la question fondamentale, je pense que le monde, il l'a dit lui-même, donc il a évolué dans sa vision des choses, le monde évolue. Et la question fondamentale, c'est pas, je pense que la question fondamentale, c'est pas l'opérateur qui fait le service. Je pense, nous les Marocains, lui il a parlé des années 73, je pense qu'il y a 40 ans en arrière, je pense que la plupart de vous n'étaient pas encore là. À un certain moment au Maroc, on ne concevait pas qu'un service soit rendu par une entité privée. Les régies électriques, on se rappelle le moment où l'État marocain a passé la concession de régie d'eau et d'électricité pour le privé, c'était tout un débat. Je pense que le Maroc évolue, le monde entier évolue. Mais je pense que la question fondamentale, c'est qu'il faut que l'enseignement, quel que soit l'opérateur, quel que soit le statut de l'opérateur, soit assuré sur des standards de qualité, de rigueur, parce qu'il s'agit de la formation des jeunes, et la formation n'est pas mesurable. Il est difficile de mesurer la formation d'un jeune sur un plan quantitatif. Il est mesuré sur un plan qualitatif. Et c'est pour ça que vous voyez donc, malgré les positions des uns et des autres, nous pensons, nous espérons, avec vous et à travers vous, assurer une qualité de formation la plus garantissante possible pour votre formation, et avec tous les opérateurs, avec tous les architectes, au-delà de leurs convictions personnelles.
au-delà de leurs convictions propres. On voudrait, quand ils viennent intervenir à l'UR, c'est un seul objectif, c'est vous apporter les instruments académiques nécessaires pour que vous puissiez réaliser votre métier avec toute la liberté possible, avec toute la déontologie possible, et c'est ce qu'il l'a dit tout à l'heure. C'est le plus beau métier. Je peux partager, je peux être réservé, il y a d'autres métiers qui sont aussi beaux que l'architecture. Chacun peut effectivement avoir sa position, mais je considère que c'est un métier effectivement, quand l'architecte garde sa liberté d'expression architecturale, on arrive effectivement, ils arrivent, je ne suis pas architecte, je suis ingénieur de formation, les architectes arrivent à réaliser des chefs-d'œuvre exceptionnels. Il faut voir, sachant que les architectes travaillent avec un certain nombre d'intervenants, il y a des ingénieurs, il y a des économistes, et ces ingénieurs et économistes, on n'a jamais posé la question est-ce qu'ils sont formés dans des établissements privés ou des établissements publics. C'est pour ça que je ne voudrais pas effectivement que cette soirée-là soit un débat autour de qui fait quoi, mais autour des objectifs qu'on voudrait atteindre et ce qu'il faut mettre en place pour que la formation des jeunes soit une formation correcte, de qualité, parce qu'effectivement, il s'agit de l'avenir du Maroc et de notre avenir. Maintenant, on va attaquer le sens du sujet. De quelle manière? Je vous propose de constater ces images. Ces images sont disposées de façon désordonnée, mais elles traduisent une réalité physique de la ville de Rabat. C'est-à-dire que nous avons des bâtiments qui vont dater des années 40, des années 30, des années 50 ou 60. Et puis, il y a un certain nombre de choses qui, progressivement, vont faire que la ville de Rabat est un véritable observatoire des courants architecturaux contemporains. Et nous avons la chance d'avoir une ville qui est d'abord très ordonnancée, une ville où il y a quelques avenues principales, Sharia Mohamed Khamis, Sharia Ibn Abdallah, l'avenue de la Victoire, et la Akhiré. Donc on a une ville, on a un territoire qui est facilement lisible, dans lequel on ne peut pas valablement se perdre. Tout ça parce que c'est un territoire qui a été pensé le siècle dernier. Et il y a une autre particularité, c'est que on peut aisément faire une lecture suivie de l'évolution de l'architecture à travers les formes, à travers les percements, à travers le jeu de volume, à travers les matériaux décoratifs et retrait et leur raréfaction progressive sur les façades des bâtiments, et on a une ville qui est d'une richesse absolument importante. C'est quoi la richesse en architecture? C'est que un objet architectural, il naît dans un contexte. Il est d'abord porté par une émotion personnelle d'un praticien, artiste, qui lui-même s'est abreuvé à travers des études, à travers un parcours personnel, à travers ce que ses yeux ont pu lui permettre d'apprendre, et parce qu'il appartient lui-même à un moment donné précis, et qu'il s'est abreuvé à des courants littéraires, philosophiques, sculpturaux, picturaux, philosophiques, il a khéré, et que finalement tout ça concourt à orienter ou à implémenter dans l'art de dessiner les bâtiments une certaine manière de faire. Il n'y a pas que ça, naturellement, il y a aussi l'évolution de la technologie constructive.
Les bâtiments qu'on construisait il y a un siècle ne sont pas ceux qu'on ne construit pas aujourd'hui avec les mêmes moyens, avec les mêmes structures porteuses, avec les mêmes structures de plancher, avec les mêmes couvertures. Donc le bâtiment, lui, il va accompagner tout ça. Il sera un fidèle interprète d'un T0 dans lequel on aura de façon concomitante et intégrée de l'histoire, de la philosophie, de la technologie, de l'artifice, du panache, de l'incompétence. Tout va venir concourir progressivement à marquer le temps d'un objet architectural. Et il sera l'émanation de cet instantané. Le bâtiment est un élément qui exprime une forme d'instantanéité. Et ce bâtiment, naturellement, va se transformer. Il va se transformer sur les 10-15 ans. Puis on ne va pas allumer, voir un bâtiment, éteindre, et puis on va voir surgir un autre édifice. C'est pas ça le courant en architecture. Le courant en architecture est quelque chose qui se déploie, il y a une inflexion, et puis il y a l'émergence, il y a un moment de recouvrement, et puis il y a l'émergence d'un second courant. Mais tout ça, ça peut prendre 5 ans, 10 ans, 15 ans, 20 ans, jusqu'à ce que le nouveau courant soit porté, lui aussi, par des architectes brillants, par des poètes, par une technologie constructive déterminée, il a khéré. Et la ville de Rabat est une ville qui a ses attributs, qui est une ville extrêmement riche, où si elle était, ça n'est pas le cas malheureusement, si elle était étudiée suffisamment, on comprendrait que le devoir de la protection de son patrimoine est une exigence absolue par les temps qui courent. Et je pense qu'on sera amené ensemble, à côté d'autres bonnes volontés, dans la future association Rabat Salé Mémoire, à veiller ensemble à cet inventaire, à ce discours et à cette nécessité de sensibilisation et finalement de protection juridique, institutionnelle et multiforme. Et il faudra que votre maison contribue à ce travail. Je l'espère et j'y veillerai personnellement. Maintenant, pour ma part, j'ai commencé à dessiner en rentrant. Il y avait des choses que je comprenais, des choses que je voyais qu'à moitié. Et naturellement, quand on va observer les images de la production de l'agence, on va voir que les bâtiments étaient parfois un peu confus, un peu chargés, les décorums étaient assez amplifiés. Et puis, progressivement, on va découvrir comment, de fil en aiguille, avec la maturation de l'exercice, avec un certain professionnalisme tout à fait légitime et propre à chacun des métiers que vous savez, j'ai pu moi-même évoluer vers plus d'abstraction, plus de sobriété et peut-être des bâtiments qui ont des expressions plus fortes. Et ici, on a un des derniers édifices que l'agence a réalisé et qui traduit quelque chose qui pour nous est très important, c'est la notion de cœur de projet. Il est important, c'est un pied d'appel peut-être à une forme d'identité arabe, marocaine, traditionnelle, mais qu'on peut parfaitement considérer que c'est une forme aussi de modernité. On a dans cet aéroport un chœur, un jardin intérieur, et on a quelque chose qui est totalement dépouillé par rapport au projet que vous avez vu tout à l'heure. Il y a bien 20 ans qui ont séparé ces deux travaux, et là on est vraiment dans une schématisation extrêmement sculpturale, extrêmement dépouillée, où la lumière, la couleur, le matériau sont utilisés vraiment pour souligner
ce qu'on appelle les lignes de force d'un édifice. Et c'est une maturation, c'est un des bâtiments, disons, qui qualifie peut-être de la manière la plus directe le travail qui se fait actuellement au cabinet. Quelques années auparavant, l'aéroport de Fez, et vous verrez ici qu'on est encore à l'utilisation de zellij, d'arcatures qui sont plus ou moins rejetées sur le côté, mais on a toujours un patio et un cœur d'activité, un espace planté qui est un petit peu le lieu de rassemblement et de repère par rapport à l'ensemble des fonctions de cet édifice. Maintenant aussi, un autre sujet, ça c'est un des bâtiments, c'est une autre aérogare, c'est l'aérogare d'Ouarzazate. Très sincèrement, je pense qu'on, vu d'avion ou vu de près, c'est un bâtiment où on a tous les attributs de l'architecture locale, parce qu'on a étudié cette typologie, parce qu'on a compris comment il fallait dresser des ouvertures, comment il fallait disposer des murs, et il a akhiré. Mais c'est un exercice qui est, à mon avis, très critiquable, parce que c'est une approche, disons, au premier degré de ce qu'est l'architecture, une architecture régionale. Elle n'est pas développée. Je n'ai pas de mérite. Je n'ai le mérite que d'avoir fait un bâtiment qui fonctionne, qui est agréable à l'œil et qui, malgré tout, on le pose, il est à Ouarzazate, d'accord, on a des tourelles qui sont légèrement inclinées, mais je pense que ce n'est pas de cette façon-là qu'on doit approcher l'identité locale. Et qu'il y a des manières beaucoup plus créatives, beaucoup plus inventives, et qui sont une forme de déférence par rapport à la richesse et au patrimoine d'une région. Ce bâtiment, pour moi, ne répond pas à ce questionnement. Et d'ailleurs, on voit quand même qu'il y a une forme de résistance. On avait demandé de faire des arcades, d'exprimer l'aéroport d'Oujda à travers. Bon, je l'ai fait, mais à travers du métal, et on a introduit un certain nombre d'éléments. Ici, des chapiteaux, une structure tridimensionnelle, des frises en zellij et l'akhiré. Et on verra comment, dans les bâtiments qui ont suivi, on s'est plus ou moins débarrassé de ces scories pour faire en sorte que l'identité, le patrimoine, soit généré dans des bâtiments, mais pas de manière, disons, avec un certain nombre d'automatismes qui sont pas très opératoires. Ici, on a par contre une base militaire à Ben Slimane. Malheureusement, pour des raisons de sécurité, on n'a pas de photos. J'espère qu'un jour on pourra, disons, aller plus en avant, parce qu'il y a des bâtiments qui sont très importants, comme cette espèce de galette, qui est un énorme réfectoire, cantine, il akhiré, qui est une très belle montre suisse, dans laquelle tout fonctionne selon un ordre assez rigide. Ceci est le bâtiment de la CNSS. Je pense que c'est à partir de là où on a commencé à l'agence à perdre un certain nombre de réflexes un peu fragiles sur le plan conceptuel, moins disons, moins mécanistes. Et mais ce qui tient toujours comme étant un des concepts clés, c'est cette espèce de cœur autour duquel, de nouveau, est disposé le dispositif architectural. Ceci est un ensemble, à mon avis, assez important, malheureusement pour des raisons peut-être de sécurité ou politique. C'est pas des bâtiments qui ont été médiatisés. Ici, vous avez le réacteur, le seul réacteur nucléaire marocain qui se trouve dans le centre d'études nucléaires Niel Mamoura, entre Rabat et Kenitra.
Et on a toute une panoplie de bâtiments sur 24 hectares qui sont disposés selon une première zone, une deuxième zone centrale et la pièce maîtresse, c'est-à-dire ce bâtiment réacteur est disposé en fin de parcours. Et dans ce projet, on voit qu'on traduit, regardez, la différence qu'il y a entre cet édifice-là, n'est-ce pas? Et puis celui-ci. C'est-à-dire que dans l'un, il y a des effets d'horizontalité très marqués, assez sculpturaux, très volontaires. Et dans les autres, on est encore à la recherche d'une certaine forme d'ornementation, avec des écritures des escaliers qu'on voit ici, l'ordonnance d'ouverture qui ne sont pas très régulières, il a rélé. C'est probablement une étape, parce qu'il y avait quand même une quinzaine de bâtiments à faire, où progressivement, on a appris à se débarrasser d'un certain nombre de réflexes. Hada, c'est un bâtiment que vous connaissez peut-être parce qu'il est à Hairia d'Araba. Et c'est un bâtiment qu'on a dessiné pour... comment on fait là? On revient. Voilà. On est toujours dans la question de cœur de projet, puisqu'on a réussi dans la programmation à mettre une espèce de patio central autour duquel s'ouvrent toutes les activités de bureau, de rassemblement, des gens qui habitent dans cet ensemble. En fait, l'exercice qui avait été demandé, parce que si vous connaissez ce carrefour, c'est entre Nakhil et Mehdi Mbarka, où l'exercice qui avait été demandé à 4 architectes, c'est de traiter des bâtiments en particularisant l'angle de la construction, et chacun l'a fait un petit peu à sa manière. Et aujourd'hui, l'exercice des 4 architectes est constatable sur ce carrefour. Cet investissement a été opéré par Hicham Grouj. Bien, ici, on est dans un bâtiment qui est en cours d'achèvement, et c'est un bâtiment qui peut être visité dans quelques semaines, je l'espère, parce que c'est le centre, c'est l'Institut supérieur des métiers de l'audiovisuel et du cinéma. Alors c'est un bâtiment, quand on enseigne ce type de discipline, il ne faut pas qu'il y ait de fenêtres, parce que on est sujet à la lumière. Il ne faut pas qu'il y ait de bruit, donc on est obligé de travailler dans une boîte. Et dans une même boîte, il y a plusieurs boîtes qu'on a protégées de la lumière et qu'on a protégées des nuisances sonores. Et on a cette espèce de bâtiment quelque peu minéral, où on n'a pas d'ouverture, mais qui peut sembler très lourd, mais qu'on a allégé dans son rapport avec le sol. C'est-à-dire qu'en partie entre le sol et le bâtiment, on a fait, c'est comme une espèce d'extrusion de matière qu'on retire du corps d'un espèce de volume, et qui donne subitement une allure dynamique. Et en cela, j'interpelle votre directrice sur la question de l'utilisation de la maquette. Je pense qu'il est absolument illusoire de faire de l'architecture si on ne s'exerce pas à la maquette, et qui est un outil, le meilleur qu'il soit, pour améliorer, pour observer les rapports d'échelle entre les étages, entre les niveaux, entre les bâtiments, et des maquettes d'études simplement faites, parce qu'il y a des techniques de représentation de maquettes qui sont des maquettes d'études, et j'implore votre directrice pour que véritablement aucun projet ne soit présenté s'il n'est pas dûment accompagné d'une petite maquette d'études. Voilà, où qu'on fait 20 cm sur 20 cm, c'est quelque chose, c'est un outil extrêmement précieux et extrêmement performant pour comprendre qu'on est en train
de faire un bâtiment de qualité ou qu'on est en train de faire n'importe quoi. Voilà. Donc je vous enjoins à accompagner. Et gardez-vous de considérer que l'outil informatique, à travers les images qu'il suggère, à travers la manipulation des formes, est suffisant. C'est une façon de représenter un bâtiment, mais ce n'est pas une manière très efficace de concevoir quelque chose qui a des attributs de qualité. Bien, ça c'est un autre bâtiment limitrophe qui malheureusement a changé, sur lequel je préfère ne pas trop m'attarder parce qu'il a perdu toute sa vocation initiale et qu'aujourd'hui on est en train de faire quasiment que cette partie-là qui n'a pas grande signification. Alors ici c'est un bâtiment, on se demande pourquoi on voit des bâtiments qui sont très sculpturaux, très blancs, très expressifs, et puis ensuite on tombe sur des images comme ça. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que on est dans un contexte où parfois il y a des exigences et que on est sur le site d'El Akhawayn. C'est un bâtiment qu'on s'apprête à démarrer et naturellement Akhawayn c'est cette image-là parce que ce bâtiment est disposé à cet endroit. Tous ces bâtiments-là existent, n'est-ce pas? C'est des bâtiments académiques, il n'y a pas les logements en Naya. Et nous, on est censé démarrer bientôt un bâtiment académique en extension des activités universitaires de l'Akhawayn. Et il y a une charte architecturale. Il y a une ville qui s'appelle Ifrane dans laquelle il est impossible de construire autrement qu'en utilisant des toitures en pente. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand on est forcé par la commande, et qu'on ne peut pas faire autrement, et qu'il faut alimenter son agence. Alors de deux choses l'une, soit on refuse cette commande, on dit moi je ne peux pas construire comme ça, et on prend une position professionnelle, personnelle, radicale, pour dire que je ne sais pas dessiner des toitures en pente, et ce type d'architecture n'est pas une architecture du moment. Bien, soit on fait pas dans le consensus, dans la conciliation intelligente qui veut qu'on a des toitures en pente qui démarrent à partir du sol et qui sont très différents des bâtiments qui sont sur place, mais il est impossible de se planter, on est bien à l'Akhawayn, il est impossible de se tromper sur l'identité de ces édifices. Ça veut dire que dans votre métier, vous verrez que il faut que vous appreniez à beaucoup vous défendre, beaucoup être convaincu de vos projets, mais aussi à avoir le sens de l'écoute et l'impératif de l'adaptation, sans faire dans le consensus mou, c'est-à-dire sans faire dans le il y a un terme que je cherche. Bon, bref, l'exercice de cette profession il y a toujours une question d'équilibre, parce que on peut être en but un responsable qui aime le building. يعني الهدف ديالو هو يعني واحد البنايه بلديه شيدها لوليداتو فيها القرمود فيها الاقواس وهلم جرة من زليج والى اخره، ومن دعت الظروف على انه هذا الشخص اللي هو مدير ولا وزير ولا عم الله شنو غيبغى يكون مسؤول على واحد البنايه شاسعه ومهمه خصو يشيدها، وهذاك البنايه داخل في قلب منها كاين وظيفه حديثه ديال اما ديال التعليم اما ديال الصحه اما وتيقول لك بنيها بالقرمود وبنيها بالاقواس. دابا شكون اللي تيعطيه الحق باش يتصرف بهذه الكيفيه؟
وباش يحتم على المهندس المعماري لأنه شهوته هو القرمود والأقواس. وهذا cette excusez-moi je oui. Et donc, encore une fois, vous allez être en but. Je vais présenter il y a 2 jours un bâtiment qui, je pense, que j'ai présenté avec notre ami Rachid Andalousi il y a 2-3 jours. Et je pense que c'est un bâtiment vraiment intéressant. Et le maître d'ouvrage demande encore un peu plus de tradition. Alors qu'on a expliqué au maître d'ouvrage que le fait d'avoir mis un patio, que le fait d'avoir fermé les murs sur la rue et d'avoir tout ouvert, introverti, بحال دار البلدية، دار البلدية فيها ما فيهاش زخرفة على برا، مسدودة مغلوقة، ولو تكون عاملة ديال من كتكون داخل ياك أستاذ نبيل، فيها والزخرفة كلها حايطة بوسط الدار. Bon, et on en est encore à ça. Et il ne faut pas qu'il y ait de clash. Il faut trouver la réponse. Pourquoi je fais cette parenthèse? C'est pour vous dire que dans cet établissement, il faut, et c'est un devoir pour nous, en tant que praticiens ou futurs praticiens, de connaître le patrimoine. Parce qu'il a des règles qui sont sublimes, qui sont encore très peu connues et très peu étudiées par la profession et par les artistes que nous sommes. Il faut connaître. Il faut vous dire aussi que nous avons une particularité au Maroc, c'est que nous avons des richesses ultimes, que nous avons de nombreuses régions, que nous avons une carte architecturale. Nous avons des architectures sahariennes, nous avons du rocher, nous avons des bâtiments en toiture en pente, nous avons toute forme d'expression architecturale extrêmement diversifiée, mais qui ont toujours un cœur, mais qu'il faut connaître. Et vous devez passer par ce spectre, parce que c'est comme des fondamentaux, hein, c'est comme la croche, la double croche en musique, il a خيري هاد الضوابط هذه وهاد les fondamentaux خصكم تكونوا عارفينها وتضبطوها. C'est quelque chose de très important, et j'espère qu'à l'avenir votre établissement va se doter de ce lieu d'inventaire, de connaissance et de diffusion auprès des étudiants de ce qu'est le patrimoine, notamment dans ses multiples formes d'expression régionale. Bien, alors il y a l'architecture. C'est dommage que Rachid n'en ait pas parlé la dernière fois, mais je pense que lui et moi avons participé à quelque chose de très important. C'est l'étude de la vallée du Bourg-Greg, qui est une étude très ample, qui a mobilisé des dizaines d'ingénieurs, de penseurs, de responsables, il a créé, auteur du regretté Zien Belfqi. Et aujourd'hui, il y a un certain nombre de choses qui se réalisent ou qui vont se réaliser sur les 10-15 ans à venir. Et ceci est le parti d'aménagement global de la vallée du Bourg-Greg, qui est une étude multidisciplinaire auquel moi-même et mes camarades de Confluence avons contribué de nombreuses années. C'est peut-être ça la richesse de ce métier. Autant on peut travailler sur un estuaire fluvial, on peut travailler sur une aérogare, autant on va aller s'intéresser à une corniche, c'est la corniche de Saïdia, sur laquelle on a conçu aujourd'hui ces éléments à peu de choses près sont réalisés. On a fait une refondation de la ville et de son rapport avec le domaine maritime, et c'est pour vous dire que notre chance, c'est de voyager. Notre chance, c'est de passer de l'hôpital à la villa, à la mosquée, et toutes les problématiques de la vie qui tournent autour de la fonction propre à chacun des édifices va nous enrichir. Et va faire en sorte que, si on s'intéresse à une mosquée, il faut s'intéresser à cette religion. Il faut en connaître un certain nombre d'éléments fondateurs et de fonctionnement des prières. Et en toute chose,
il va falloir s'intéresser à diverses disciplines et on va accumuler comme cela toute sa vie durant, au gré des bâtiments qu'on réalise, un certain nombre de situations qui vont enrichir la personne et les professionnels que nous sommes. Bien, alors ceci est un projet important pour l'agence parce que je pense que c'est l'une des situations de reconnaissance les plus importantes. C'est le grand stade de Casablanca que nous avons gagné avec Paul Andreu en 99. Bon, ça aussi, je vous en parle ou je présente ceci, c'est pour vous dire qu'on a construit dans un domaine, on a gagné le concours parce qu'on a respecté la nature, parce qu'on a fait une arène naturelle, parce qu'on a fait des déblais remblais et que finalement ce projet a été choisi parmi d'autres pour un certain nombre de situations liées au site, mais il ne suffit pas de gagner un concours, il faut aussi que ça se construise. Bien. Et des fois vous gagnez un concours, il y a une belle légitimité et ça ne se construit pas pour des raisons qui dépassent la personne qui a gagné ce concours et parfois ça fait de grosses déceptions dans une vie. Et il faut avoir la force de se relever et de poursuivre le combat pour gagner d'autres concours. Bien, un dernier bâtiment assez intéressant parce que là on est plein sud, n'est-ce pas? C'est à Oujda. S'il vous plaît, j'aimerais un petit peu d'attention. Ou bien il faut être un peu plus bavard quand on vous pose des questions. Bien, donc ici nous sommes orientés plein sud. Donc ce qu'on a fait, on va avoir des bâtiments de bureaux simples, voilà, qu'on va observer ici, qui sont des bureaux qui vont être en location. Et ici, on a donc 2 bâtiments qui sont déjà réalisés. Et voilà un petit peu une manière de traiter le contexte, c'est-à-dire qu'ici nous avons un parking, nous avons la route nationale, nous avons un futur Marjan El Akhireh. Donc on a tourné le dos à ces nuisances pour opposer au sud et à ce contexte un peu défavorable, un bâtiment technique dans lequel il y a les ascenseurs, les escaliers, les locaux techniques et on va faire, c'est comme une espèce de peigne et on va venir progressivement construire les autres bâtiments au gré de la progression des besoins du client. Alors ce bâtiment doit en principe être construit derrière vous, c'est le siège de Metzed. Alors encore une fois, vous le voyez, comment un site peut, avec les bâtiments d'Yelcom, avec les bâtiments d'autres opérateurs, comment un site peut tout de suite aller vers des images additionnées, parfois antagoniques, et je me suis dit peut-être que le meilleur moyen de faire œuvre utile et de sembler faire un bâtiment remarquable, c'est encore une fois de travailler dans le monolithisme, c'est-à-dire d'avoir un monolithe, d'avoir quelque chose de détaché du sol, donc sur pilotis, et de prendre de la matière encore une fois. Ouais, vous connaissez la fameuse image de bord de route de la pastèque, c'est-à-dire qu'on prend une partie et on prend un couteau et on extrait cette matière. Nous, on aime beaucoup travailler comme ça. C'est-à-dire qu'un bâtiment, on préfère aller chercher la matière dans un corps de bâtiment que plutôt sortir de la matière et de la fabriquer et de la poser en appendice sur la structure du bâtiment. Voilà. Et puis le fait de disposer du métal
pour qu'il soit remarquable, il faut que ce bâtiment soit dynamique. Comment il peut être dynamique? Il est dynamique parce que quand on se déplace en voiture sur la nationale, il y a de la brillance qui parcourt, c'est une espèce d'iris qui vient animer le bâtiment et lui donne une certaine forme d'expression perçue de l'autoroute. Bien, voilà donc un bâtiment qui est traité à Marrakech. C'est le futur siège de Yamaha. C'est une muraille. C'est une façon d'interpréter l'architecture de Marrakech sans décoration, sans lige, sans perforation, sans tour, mais c'est juste une muraille dans laquelle on met une boîte vitrée pour abriter les motos, les pianos, de la maison Yamaha. Ça, c'est un projet sur lequel la jeune gente architecturale nous a beaucoup critiqué, c'est Rachid Al-Andalousi et moi-même. وعندهم الحق. لماذا؟ لأنه قيل لنا على أنه هذه البناية اللي هي في الأصل يعني في التنظيم ديالها بلدية بحال الرياض. C'est comme un riad. C'est une structure traditionnelle. C'est-à-dire qu'on a un cœur de projet, encore une fois, un bassin, 2 bâtiments latéraux et un bâtiment en fin de parcours qui referme cette espèce de biaxialité. C'est une structure éminemment traditionnelle. On souhaitait que l'exercice s'arrête là. Mais le maître d'ouvrage, qui est la ville de Fès, nous a demandé d'enticher nos bâtiments d'un certain nombre d'attributs locaux et ça donne ceci. Bon. Ça donne ceci à l'intérieur. Mais pour nous, il nous est apparu beaucoup plus intéressant de ne pas bloquer sur ces questions et de créer cette future place qui sera une place emblématique dans le contexte de la ville de Fès, une place très festive, très populaire et qui invitera à la culture parce qu'on aura un opéra, théâtre, et on aura une bibliothèque. Donc il nous a paru plus important d'aider le projet à créer cette énergie de rassemblement, de développement de la culture à travers la bibliothèque et l'opéra que de coincer sur un certain nombre d'attributs décoratifs traditionnels. Mais je peux vous rassurer, il y a des techniques pour faire disparaître tout ça pendant la réalisation des bâtiments. Vous êtes trop jeune pour qu'on vous explique ces solutions, mais un jour on pourra en reparler. Ça c'est la Maison du Maroc, à Paris, exercice que nous avons pratiqué avec Si Ahmed Zbar. C'est une rénovation très profonde et on ne montre ici un peu maladroitement que 2 espaces qui sont le patio ou le hall historique et puis l'entrée. Mais il n'y a pas plus de beldi ou de skharafa que dans ces 2 halls. Tout le reste est très sobre, très blanc, très lumineux, moderne, confortable, débarrassé d'un certain nombre de scories dues à la rénovation de 1982. Voilà donc aussi une façon de se positionner par rapport à la tradition et à l'usage du décorum traditionnel. Qu'est-ce que nous avons ici? Nous avons une mosquée. À de la mosquée, à Adatan, il y a des murs et il y a des trous. Et malheureusement, les mosquées, les plus grandes mosquées, n'ont pas de fenestration, elles sont éclairées par les terrasses en bout de toiture. Il y a des terrasses, il y a des ouvertures latérales et elles sont toutes dans un cocon connectif de bâtiments, de demeures, d'équipements et la mosquée est au milieu. On ne la voit pas la mosquée, on a une porte avec un certain décorum et tout se passe de nouveau à l'intérieur. Et c'est dans le site de Ben Slimane qu'on a évoqué tout à l'heure et on s'est dit qu'il faut qu'à l'intérieur ce soit très blanc, très apaisé.
et qu'il faut que la décoration doit venir à partir de la lumière et de la capacité de notre décoration à diffracter cette lumière et en faire un jeu au sol, sur les piliers ila akhirih. Et c'est pour cela que nous avons travaillé sur cette résille en béton qui est en cours de réalisation, et que cette résille, on voit une image ici où la résille projette sur les piliers, sur les sols ila akhirih, un certain nombre d'images disparates, élégantes, et qui donnent cette décoration naturelle et qui est obtenue grâce à l'effet de la lumière et à la manière dont on la capte et on la laisse traverser cette peau extérieure. C'est-à-dire que les techniques sont légion d'intégration du décorum traditionnel dans les bâtiments. Ça, c'est un bâtiment emblématique. Je pense que c'est le projet le plus cher à notre cœur. C'est la restauration de la mosquée Al-Qarawiyyin, qui a été restaurée par Henri Terrasse en 1944, et j'ai eu l'honneur l'honneur véritablement important de réaliser il y a quelques années déjà, aux côtés d'un être resté très cher, un architecte qui était diplômé de l'école d'architecture de Rabat, Ala Bouayyad, rahimahullah, et qui était mon directeur, mon chef d'agence, et qui est décédé prématurément et qui nous manque fondamentalement, auquel ce projet doit l'essentiel. C'est un projet très important parce qu'il est profond, parce que c'est un bâtiment qui a 11 siècles d'histoire, et il a fallu faire une année d'investigation sur l'ensemble des supports structurelle, fonctionnelle. Et puis c'est une mosquée où toutes les dynasties ont fait une part d'extension, et il fallait d'abord déceler comment chaque dynastie s'est positionnée par rapport à sa vocation décorative, à ses principes, de fonctionnement des mosquées. Et c'est quelque chose, je pense personnellement que c'est un des projet fondateur de la nouvelle orientation des pouvoirs publics en matière de restauration des bâtiments patrimoniaux, par la méthode, par le caractère pluridisciplinaire, parce qu'il faut des sociologues, il faut des archéologues, il faut des ingénieurs, il faut des gens qui aiment l'ancien, il faut des gens qui respectent le ma'almin, il faut un certain nombre de conditions pour que cette restauration puisse marquer l'histoire de ce bâtiment, et il faut le faire avec une certaine déférence surtout. Le musée Njarine des arts et métiers du bois, qui était un bâtiment en perdition totale, et sur lequel nous avons travaillé pendant près de 8 ans, qui est à Fès et qui recèle aujourd'hui une collection extrêmement riche d'objets qui vont des outils qui façonnent le bois, à la matière du bois elle-même, en passant par les jouets, par les utilitaires de cuisine, puis ensuite les armes, les mobiliers, les instruments de musique, le liturgique, tsabih, ila akhirih, ila غاية ما الفعل الجوانب كلها ديال استعمال الخشب في الحياة اليومية والدينية والثقافية إلى آخره. Bien, parfois on est amené à faire quelques villas, quelques objets. On est content d'entendre dire que les gens sont satisfaits de la manière dont ils vivent, des rassemblements de villas, qu'il y a des cœurs de projets toujours, les espaces où se rassemble la collectivité. Ici, on est dans un exercice sculptural d'une maison qui abrite mes propres enfants, et on
on est encore une fois dans une masse blanche carrée, parce que ça s'appelle la villa carrée, dont on a de nouveau extrait de la matière pour en faire un objet sculptural qui a dans la seule richesse est l'eau et la végétation et le zlijbildi qu'on observera au sol. Un exercice à peu près similaire de villa. Là aussi, on est dans une solution de cœur de projet. Je vous invite à regarder cette image. On a un bâtiment L, ici, qui va se refermer sur un jardin, un espace de rassemblement familial qu'on va découvrir ici, de nuit, qu'on va observer ici, de jour. Et cette maison est une demeure. Je pense que c'est un projet dont l'agence est particulièrement satisfaite parce que c'est la future maison de notre athlète national Hicham Garrouj, et que un peu on a fait un clin d'œil à son activité. On a une piste en tartan sur ce mur ici, qui est dans le prolongement de la réception. Et cette piste, contre ce mur, vient abriter un certain nombre de médailles, un certain nombre d'objets, de chaussures et l'achéré, qui lui ont servi à faire connaître notre pays à travers le monde. Bien, alors je voudrais, en guise de conclusion, et c'est toujours un réflexe d'enseignant, de l'enseignant que j'ai été pendant 17 ans. Je pense que j'ai été très fidèle à mes gars. Je pense que généralement l'atelier que j'ai dirigé était un atelier, je crois, respecté parce qu'il y avait beaucoup de travail, respecté parce que il y avait beaucoup d'exigences, et respecté aussi parce qu'il y avait beaucoup de solidarité. C'est-à-dire que quand vous avez un groupe d'étudiants, ils ne sont pas tous du même niveau. Ils n'ont pas tous le même penchant pour ce qu'ils font. Et ils ne proviennent pas tous du même milieu social ou du milieu rattaché à la discipline qui nous concerne. Et donc il faut fédérer. Il faut être un élément, non pas de dispersion, mais un élément de rassemblement et de rapprochement entre les étudiants. Et il faut surtout comprendre que parmi la quinzaine ou la vingtaine d'étudiants que nous avons, il y en a 3 ou 4 ou 5 qui ont de sérieuses difficultés. Et donc à ce moment-là se pose le problème de la solidarité de ce corps avec lequel on va travailler pendant un an, et qu'il faut faire plus d'efforts vis-à-vis de ceux qui sont le moins outillés pour les tirer vers le niveau requis, ne serait-ce qu'un niveau moyen. Et je pense que à force de forger, nous sommes arrivés à des projets très intéressants, et nous avons toujours porte ouverte dans les corrections d'ateliers, aux côtés de Sia Shorley Krobecher, qui était un enseignant avec lequel je partageais beaucoup de mes travaux avec les étudiants. Et il y avait quelque chose qui m'a quelque peu et progressivement éloigné de l'enseignement. C'était cette espèce de tendance qui n'est pas propre à l'enseignement de l'architecture,
mais qui est constatable dans un certain nombre d'universités et d'écoles, il a créé une espèce de détachement des étudiants, de manque d'ardeur, d'intéressement, de questionnement. Je me souviens quand on a commencé par Rahba, Rahba c'est le site que vous ne connaissez peut-être pas, mais c'est le site où va se faire le futur théâtre de Rabat, sur la vallée du Bourg-Greg. Et ben on avait des étudiants qui étaient extrêmement chahuteurs. C'était pas des gens qui foutaient la pagaille, mais c'était des gens qui questionnaient, qui étaient tout le temps en questionnement permanent. Il y avait un débat extrêmement riche, extrêmement fécond, et qui permettait d'avoir un échange. Et pour l'enseignant, naturellement, c'était un très grand bonheur. Et puis progressivement, sur les 17 années, j'ai observé qu'il y avait cette espèce de recul qui faisait très mal en tant que professionnel, en tant qu'enseignant, et qu'on n'arrivait plus à retrouver cette flamme, cette curiosité, ces nuits, ces charrettes absolues et constantes, et qu'on avait une sociologie d'étudiants qui demandait qu'à avoir des notes moyennes, qui demandait tout juste à comprendre qu'il fallait travailler un petit peu pour passer le pas, et c'était très dangereux. Et moi j'avais cette espèce de responsabilité, j'allais un petit peu à contre-courant de cette tendance qui me faisait beaucoup de mal, et je n'arrivais plus à retrouver, parce que c'était pour ça que j'étais à l'école, parce que j'avais des étudiants qui étaient exigeants, qui étaient contestataires, qui posaient des questions de leur âge, de leur légitimité, et il fallait avoir les réponses, et il fallait être juste, et il fallait prouver un certain nombre de réponses à travers l'engagement professionnel d'un enseignant sur l'atelier. Et j'ai quitté l'école d'architecture, je crois que j'ai quitté l'école d'architecture pour deux raisons. La première, c'est que j'étais occupé à Siam-Zbar à Paris pour poursuivre mon travail sur la Maison du Maroc, mais aussi parce que je n'arrivais plus, j'étais assez, on va dire, déprimé de ne plus d'avoir une espèce de corps qui était amorphe, qui avait changé, qui pouvait s'accommoder de n'importe. Il suffisait de souffler dans une direction pour que tout le monde aille dans le même registre. Et je termine par ça pour vous dire que rien ne viendra de l'extérieur si vous-même n'êtes pas angoissé. Je dis bien angoissé parce que vous faites au quotidien. Vous avez une montagne de choses à apprendre, à accumuler, à restituer dans vos projets. Et c'est à partir de cet état d'esprit, de ce positionnement intellectuel, inquisiteur, furieusement attaché à l'information visuelle, fonctionnelle, constructive, que vous parviendrez à être de bons architectes. Donc tout ne doit partir que de votre positionnement personnel. Et il faut que cette attitude soit une attitude partagée pour que vous ne soyez pas isolés, pour constituer des groupes qui s'intéressent, qui voyagent, qui s'interrogent, qui questionnent, qui vont aux conférences, qui dessinent, parce que le dessin est fondateur. Si vous ne dessinez pas quotidiennement, je pense que vous ne serez pas de bons architectes. Si vous ne faites pas cet exercice au quotidien, comme vous buvez votre café, ou bien comme vous prenez le bus ou la hada, il faut toujours être en train de dessiner. La lecture aussi, quelque chose de fondamental. C'est une affaire sérieuse, l'architecture. Vous porterez des espérances, vous porterez dans votre responsabilité professionnelle, vous ferez tout ce que l'être humain fera
pratiquer une opération chirurgicale, projeter un film, faire une représentation théâtrale, enseigner, jouer au football. C'est par votre art et votre manière que cela va passer. Donc c'est ça votre responsabilité. Et plus vous partirez tôt, vous avez la chance d'être en première année, en interrogeant, en étant curieux tout le temps, en étant introspectif, que vous aurez largement la facilité d'être d'excellents éléments à l'avenir. Je voudrais remercier Ibn Abdullah pour ce riche exposé et surtout pour cette générosité à partager avec nous l'information sur l'ensemble de vos projets. Et c'est un nombre important qu'on a pu découvrir avec vous. Je reste particulièrement admiratrice sur certaines réponses, comme celle de la mosquée de Beslimène, où vous avez eu l'audace de déroger à la règle et d'éviter le standard dans les mosquées traditionnelles, et puis de jongler peut-être avec le cahier de charges qui est imposé. Mais par contre, j'ai une curiosité, si on profite de l'occasion d'accueillir les bons architectes c'est une question aussi qui intéresse certainement nos étudiants, c'est comment de l'esquisse à l'œuvre réalisée, quelles sont vos inspirations. On a vu la dernière fois avec Rachid Andalousi, on a remarqué que c'était le patrimoine moderne. Peut-être volontairement ou involontairement, tous ces projets provenaient d'un amour au patrimoine ou d'un accrochement à la modernité en architecture. Là, je me trompe peut-être, mais dans vos réalisations, on observe que la réponse est toujours liée à territoire. Est-ce que le territoire vous inspire, l'environnement, et voilà, donc je tiens à je m'incline devant la sincérité de vos propos. Quand vous dites que vous n'aimez pas cette réponse, et là c'est peut-être l'occasion de nous dire quelles sont parfois les contraintes. Est-ce que c'est le promoteur? Je vous passe la parole peut-être avant de... Bien, je pense effectivement qu'il y a quelque chose dans la réponse architecturale à apporter à un projet, un programme. Il y a quelque chose de déterminant pour la conception. De mon point de vue, c'est une forme de réponse, je ne sais pas d'où elle vient, mais c'est une réponse qu'on va qualifier il y a quelque chose qui se produit, qui est quasi instantané, un site, un lieu pour poser un objet architectural. Au-delà du programme, au-delà de la vocation de l'édifice, il y a de manière quasi instantanée une image qui s'implante dans mon cœur, dans mon esprit, et qui est le projet. Et il ne changera pas. Et je pense que systématiquement, pour tous les bâtiments que l'agence a conçus, il y a des réponses qui sont quasiment dictées par le lieu, par la première visite. Et immédiatement, on imagine une forme, la disposition des principales fonctions dans la parcelle ou dans le terrain objet de la réalisation, et ensuite naturellement il y a tout le sérieux de la conception qui va commencer, l'observation du programme, la fonctionnalité, le système constructif, mais il y a toujours eu, je crois, cette espèce d'élan premier fondateur du projet. Une autre question? Oui. Bonjour. Alors tout d'abord, je vous remercie de votre présence. Je voudrais juste vous demander pourquoi vous avez choisi de donner un effet massif à toutes vos constructions. À première vue, on remarque que vous avez un effet de massivité. C'est dommage qu'on puisse pas... tu peux revenir là sur Machi VH, revenir sur l'autre sujet.
la présentation. En fait, regardez. Imaginez cette salle. Et pour chacun d'entre vous, passez-moi la métaphore, vous êtes un bâtiment. Un bâtiment. Vous êtes un objet architectural. Votre camarade casquettisé, à côté, kadalik. Bien. Alors, qui est remarquable dans cette salle? Certainement. Non, j'essaie vraiment de me dire, visuellement, dans ce panel de visages, de jeunes, quelle est la personne qui est visuellement remarquable? Je suis incapable de la définir. Je suis incapable de considérer qu'il y a ici une personne remarquable par la forme, peut-être par la couleur ou par la hauteur ou le volume, il a khéré. Alors comment on va faire? Imaginez là que vous avez à un endroit donné dans cette salle, sur un siège, une masse blanche, n'est-ce pas, qui paraît être assise, n'est-ce pas, une masse qui a un corps, une assise et puis des jambes, et qui est véritablement un objet anguleux, blanc, posé parmi vous. Je vais aller visuellement et de manière tout à fait naturelle vers cet objet qui me paraîtra remarquable. Alors, c'est peut-être ça aussi qui permet de se dire que quand on a beaucoup d'antagonisme dans la rue, quand on a des bâtiments qui sont à AU et à dia, aluminium, carmoud, des trous, des élévations, des casquettes, beaucoup de choses. Et chacun imagine son affaire de manière très particularisée. Je me suis dit que peut-être la manière, c'est comme le bâtiment de Technopolis, le futur siège de Medz, où je me suis dit, peut-être qu'en faisant une masse qui réfléchit la lumière, qui est soulevée du sol, elle sera probablement très remarquable et très remarquée. Et c'est cela, pour moi, la solution. Vous comprenez? C'est cette espèce de massivité, mais naturellement, si on fait un bâtiment lourd, pesant, il y a des façons de le traiter. Il faut que ce bâtiment soit massif, mais il faut qu'il reste élégant. Il faut trouver le moyen de lui donner du souffle dans ses équilibres, dans ses allures et dans sa composition. Il faut qu'il reste détaché, léger malgré tout. Et c'est ça l'astuce. Et ça traduit aussi le fait que cette massivité permet de se débarrasser d'un certain nombre de scories qui étaient les miennes et qui sont l'arnachement décoratif, et qui, à mon sens, ne sont plus une forme d'expression architecturale aujourd'hui. Et qu'il y a d'autres façons de traiter l'ornementation, par la qualité de la matière, par la captation de la lumière et par un certain nombre de solutions appropriées. J'invite la salle à prendre la photo avec M. Fikri Ibn Abdullah. Donc, si on peut, bien sûr.